20h sur les antennes de la télé Futur Média, c'est parti pour le sommaire de cette édition. Saisie d'une grosse cylindrée de Farba Senghor par la justice sénégalaise, une opération qui rentre dans le cadre du différend qui l'oppose au chanteur Farah Diouf. Demande de liberté provisoire refusée à Karim Wade et Mamadou Pouye par la Cour suprême. La défense déboutée se dit tout de même satisfaite de la démarche de la chambre criminelle. La riposte s'organise pour barrer la route à Ebola. La préfecture de Dakar met sur pied un plan d'action. L'État prévoit 400 millions de francs CFA pour bouter le virus hors de nos frontières. C'est d'ailleurs l'objet de notre dossier santé du jour. Et puis en basket, ce sera l'Espagne au menu des Lions pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de basketball. Les hommes de Chersar ont perdu en début d'après-midi face aux Philippines, leur dernier match de poule. Voilà le sommaire, le développement, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous annoncer en sommaire, saisie d'une grosse cylindrée au domicile de Farba Senghor. Elle entre dans le cadre du différend qui l'oppose à l'artiste chanteur Farah Diouf qui avait composé en single pour le PDS lors de la campagne électorale de la présidentielle. Le chargé de propagande du PDS avait été condamné à payer 10 millions de francs CFA à la victime. Demande de liberté provisoire refusée à Karim Wade et Mamadou Pouye. Une demande de liberté provisoire donc rejetée par la Cour suprême. Les avocats de Karim déboutés se disent satisfaits de la chambre criminelle qui n'a pas donné raison à la CREI. Selon eux, sur ce, ils peuvent se présenter devant cette cour chaque fois qu'ils ne sont pas d'accord avec la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Je vous propose de suivre là-dessus le compte-rendu signé Salimata Aou et Youssou Baro. La Cour suprême rejette les demandes de liberté provisoire de Karim Wade et Pape Mamadou Pouye introduites par leurs avocats qui jubilent malgré tout. Nous sortons de la Cour suprême rassurés. Au fond, elle a estimé que le pourvoi qu'on avait déposé n'était pas fondé, mais cela relève de son appréciation souveraine. Nous avons conscience d'avoir avancé encore une fois dans la défense de nos droits et nous ne sortons pas déçus. Selon Maître Clédor Ly, cette décision est une gifle infligée à l'État du Sénégal. Elle a réitéré sa décision. Moi, je considère que c'est une baffe qui est donnée à l'exécutif. Parce que si le rabat d'arrêt a eu lieu pour essayer d'humilier une juridiction aussi prestigieuse, c'est grave dans un état de droit. Mais les magistrats ont fait preuve d'indépendance et d'impartialité et d'autorité. Les avocats de Karim Wade ont introduit d'autres recours auprès de la Cour suprême. Nous avons encore une demande, un déclinatoire de compétences, une demande de mise en liberté, des procédures d'annulation des différents réquisitoires. Et je crois que le plus important pour un avocat, c'est d'être rassuré par la juridiction devant laquelle il plaide. Les conseillers de Karim Wade sont plus que jamais déterminés. Ils se disent satisfaits. Selon eux, cette décision prouve que le Sénégal est un état de droit. Salut Matao, merci. La mise en place d'un plan d'action dans le cadre de la lutte contre la fièvre Ebola. Il s'agira d'organiser des campagnes de sensibilisation dans les daras et lors des événements sportifs. Une occasion saisie par les agents des services d'hygiène et sapeurs-pompiers pour solliciter une formation d'inhumation d'une personne décédée de la maladie Ebola. C'est une initiative de la préfecture de Dakar, compte rendu signé Fatima Ba et Tierno Laurent Mendy. Organiser des campagnes de sensibilisation dans les écoles, daras et lors des événements sportifs, un des points du plan d'action mis sur pied par le préfet de Dakar. Les professionnels de la santé et de l'hygiène joueront également leur partition. Nous allons d'ailleurs commencer par le match Sénégal-Égypte, qui sera pour nous un moment important de sensibilisation où nous voudrions, avec les autorités du sport, particulièrement du SAF, en relation avec les ministères de district, mais le comité départemental, pouvoir instaurer le lavage des mains à toutes les personnes qui prendront part à cette rencontre. Les autorités veulent se limiter aux seuls cas confirmés, mais beaucoup d'efforts restent à faire dans les postes de santé. Quand même, on a des problèmes de moyens pour acheter des gants, des matériels de protection.
Mais je pense que le ministère, avec le Comité national des grandes endémies, est en train de s'atteler à résoudre cette question. On a aussi un problème d'effectifs. On n'a pas assez de personnel pour gérer et quand le personnel travaille trop longtemps, il ne peut plus être concentré pour prendre les mesures d'hygiène qu'il faut. Dans la prévention, rien n'est laissé au hasard. Le major Alengom sollicite des formations et la fourniture d'équipements aux agents impliqués dans la croisade contre Ebola. Les cadavres d'Ebola, c'est des cadavres dangereux. La manipulation, les rites funéraires, on peut avoir la contamination à part de ce fait. C'est pour cela que la gestion des cadavres Ebola n'est pas une affaire de communauté, mais une affaire d'État. On a recensé l'armée, les pompiers, les services d'hygiène pour assurer vraiment l'enterrement. C'est des gens qui sont préparés, formés, équipés. Le préfet de Dakar exhorte les Sénégalais à changer de comportement tout en restant serein. Le Sénégal a des spécialistes dans ce domaine. 3 d'entre eux font partie des 200 experts convoqués à Genève dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola. Fatima Ba, l'Afrique commence à subir de plein fouet les conséquences économiques engendrées par l'apparition du virus Ebola. Les pays touchés voient leurs retombées économiques s'effriter. C'est un sujet signé Fatou Bintou Conté et Alioune Diagne. La fièvre hémorragique à virus Ebola continue de faire des ravages en Afrique. Même si seulement sur les 16 pays que compose l'Afrique de l'Ouest, 5 sont concernés. Une situation devenue très sérieuse, surtout sur le plan économique. Ça touche profondément l'économie, d'autant plus qu'au fur et à mesure, on apprend que des compagnies aériennes n'assurent plus leur vol vers certains pays. Alors, comment les investisseurs, comment les hommes d'affaires, les commerçants et tous ceux qui nourrissent l'économie vont pouvoir faire leur travail? Actuellement, le continent africain peine à s'en sortir avec ce virus. Une remarque de Médecins sans frontières que partage ce syndicaliste de la santé au Sénégal. Et voilà, sévit de manière endémique au centre de l'Afrique depuis 1976. 1976 à nos jours, c'est presque 3 décennies. Qu'a-t-on fait? Et dans le cadre de la recherche, je parle même au niveau africain. Vous voyez vous-même en Guinée, quand il s'agit de recherche, si l'Institut Pasteur ne confirme pas les analyses, vous voyez ce que ça fait. Toutefois, l'économiste Moussa Touré fustige l'attitude de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, quant à la communication sur cette maladie. Lorsque j'entends des responsables au plus haut niveau de cette institution des Nations Unies proclamer haut et fort que le virus est devenu incontrôlable, ça c'est extrêmement grave. Finalement, au-delà même du Sénégal et de l'Afrique, le monde entier, n'est-ce pas, est menacé par cette affaire-là. Ça ne me semble pas être responsable de leur part de tenir des propos de la sorte. Avec cette maladie épidémique qui sévit en Afrique, certains pays commencent à subir les conséquences économiques, avec des retombées graves sur l'économie du continent. Nous parlons de toute autre chose avec les plages qui deviennent de plus en plus mortelles. 52 cas de noyade ont été dénombrés au mois d'août dernier par la direction de la protection civile. Le manque de formation de certains maîtres nageurs est pointé du doigt. C'est un sujet signé Kodengaï et Moudou Diop. Plus d'une cinquantaine de victimes de noyade au cours du mois d'août. C'est le triste bilan dressé par la direction de la protection civile. Selon cet expert en natation, le manque de formation de certains maîtres nageurs en est la principale cause. Il n'y a jamais eu de formation de maîtres nageurs sauveteurs. Nous avons eu des formations de surveillants de baignade, nous avons eu des formations d'initiateurs, nous avons eu des formations de plagistes professionnels qui donc a le profil plus tard de maîtres nageurs sauveteurs. Mais maîtres nageurs sauveteurs, vous pouvez les compter du doigt au Sénégal. Les gens qui ont obtenu justement ce diplôme de maître nageur sauveteur l'ont eu à travers les pays européens. Selon Tandakha Ndiaye, il y a une différence entre maître nageur et surveillant de baignade. C'est vrai, il y a des surveillants de baignade très compétents qui ont le profil de maître nageur, mais ailleurs également, nous avons des surveillants de baignade qui n'ont aucune compétence et ça pose problème. Vous savez, dans le domaine du sauvetage aquatique, quand il s'agit de ranimer un individu qui est noyé, toute faute est fatale justement à la victime. Et ceci pose problème. Le formateur de maître nageur invite les pouvoirs publics à renforcer les mesures de sécurité dans les plages. Au Sénégal, les plages les plus interdites sont les plus fréquentées. D'abord, la première faute.
Ensuite, nous savons que les enfants ne respectent pas justement les règles de sécurité. Parce que quand il faut se baigner, il faut d'abord savoir nager. Quand c'est de l'eau à profondeur. Alors, souvent, on ne sait pas nager et on essaie de faire le héros au niveau des océans ou au niveau des mers, et ceci pose problème. Le bilan à mi-parcours des vacances est déjà lourd sur les plages. L'expert estime que la solution reste la formation des agents de surveillance sur les plages. Kodenyaï, merci. Les assises de l'éducation ont bouclé samedi dernier. Des recommandations ont été émises. La proposition d'un pacte de stabilité figure en bonne place. Une proposition diversement appréciée par les syndicalistes de l'enseignement moyen et secondaire. C'est un reportage signé Aminata Mbaresso et Moudou Diop. Les assises de l'éducation nationale ont eu lieu. Différentes recommandations en sont sorties, parmi lesquelles la signature d'un pacte de stabilité entre toutes les parties prenantes. Il y a 3 instruments normatifs, dont le code de déontologie et le serment de l'enseignant. Pour ce qui concerne le pacte de stabilité, le pacte n'est pas autre chose qu'un engagement moral et qui ne lie pas simplement les syndicats d'enseignants et le gouvernement du Sénégal. Mais pour le secrétaire général du QSEMS, cette proposition d'un pacte de stabilité ne règle pas les véritables problèmes de l'école sénégalaise. Le pacte de stabilité, le serment et le code de déontologie ne nous engagent pas. Pour nous, les assises devaient être des moments importants. Mais manifestement, le format et la conduite des assises ne milite pas en faveur d'une refondation du système éducatif. Ce n'est pas un protocole d'accord. Le pacte lie l'ensemble des acteurs du système éducatif. Donc c'est un engagement moral qui ne dénie pas le droit à la grève. À la place, Abdoulaye Ndoye propose un respect des accords déjà signés avec le gouvernement, aussi bien en 2011 qu'en 2014. Que le gouvernement manifeste une volonté politique, s'engage à régler les problèmes de l'école, n'est-ce pas, à respecter ses engagements, il y aura la paix dans l'espace scolaire. Pour rappel, le chef de l'État avait promis de répondre aux sollicitations des syndicalistes, mais dans la mesure du possible, une déclaration qu'il avait faite à l'occasion de l'ouverture officielle des assises sur l'éducation nationale. À quelques mois de la Tabaski, les éleveurs rassurent des moutons. Il y en aura pour tout le monde, même si le doute persiste chez certains vendeurs. Au Forail Sotiba, certains se disent victimes de vols de bétail. Un reportage signé Makital et Mohamed Dian. À un mois de la Tabaski, une seule question taraude les esprits. Y aura-t-il ou non pénurie de moutons? Un tour dans d'habituels points de vente a permis de faire le constat. Il y avait plus de moutons à cette heure-ci l'année dernière. Les moutons manquent à l'intérieur du pays. On n'a pas intérêt à faire grimper les prix, c'est juste qu'on les paye cher. Au Foirail Sotiba, les vendeurs se disent souvent victimes de vols, raison pour laquelle, selon eux, les éleveurs risquent de venir sur le tard pour cette année. Il n'y a pas de sécurité ici. Si vous amenez des moutons, près de la moitié est volée. Les jeunes qui traînent ici sont pour la plupart des voyous. Si c'était juste une question entre le client et le vendeur, il n'y aurait pas de problème. Mais actuellement, tout le monde a peur de cette zone. Dès que vous commencez à décharger le mouton, il se manifeste et commence à en dérober. Si certains éleveurs sont pessimistes, d'autres pensent qu'il y aura suffisamment de bétail pour la fête. Je pense qu'il y aura assez de moutons. Les gens sont pressés, sinon il y a qui attendent l'approche de la fête pour amener le bétail. Ceci peut s'expliquer par les frais qu'occasionne l'entretien des troupeaux à Dakar. Le foin est très cher ici. Personnellement, je pense qu'il y aura assez de moutons. C'est presque une certitude. Les pluies ayant tardé et en quantité insuffisante, le déficit en eau fera dire à certains qu'un manque de moutons est envisageable. Une théorie qui ne pourra être vérifiée qu'après la Tabaski. Nous parlons de culture à présent avec la nouvelle administratrice de la place du Souvenir qui a pris fonction aujourd'hui. Adiassi veut s'appuyer sur des partenaires pour redorer le blason à ce haut lieu de la culture sénégalaise et africaine. Son prédécesseur, lui, dit avoir connu des difficultés dans l'exercice de ses fonctions au cours de son mandat. Maké Amar et Yafaraba.
Une passation de service précédée d'une visite guidée des lieux dirigés par l'administrateur sortant, celle qui tient désormais les rênes de la place du souvenir africain, compte mettre en œuvre des programmes pour l'émergence de ce symbole de la mémoire africaine. La place du souvenir doit être le rendez-vous socio-culturel et même, je dirais bien, touristique. Parce que cette place appartient aux artistes, appartient aux hommes de culture et aux amoureux de la culture. Ça appartient aussi aux souvenirs africains. Administrateur de cette place depuis 2011, Amadou Faye égrène un chapelet de difficultés rencontrées sous son magistère. Les difficultés, ils sont liées, au contenu. Vous savez que ces espaces, il fallait bien sûr mettre beaucoup de contenu. Donc des contenus qui sont relatifs un peu aux missions. Nous sommes dans des espaces qui sont grands. Donc il y a eu des problèmes de maintenance, des problèmes d'équipement. Qui sont récurrents. Nous avons des espaces où les budgets sont dérisoires. Agassi compte s'appuyer sur des partenaires pour une meilleure gestion de ce monument. D'abord, on a quelques brides d'idées. Ce sera sûrement du partenariat, Inch'Allah, parce que comme on le dit, l'État ne peut pas tout faire. Il faut de la volonté. C'est le moment d'aller vers les gens, de nouer des partenariats et d'essayer de faire revivre cette place-là. Et je crois que c'est ce qu'on va essayer, comme j'ai dit, de faire. Je ne prétends pas le faire toute seule. Je lance un appel à tous les acteurs culturels. Parce que, comme je le dis, cette place doit revenir à eux. La place du souvenir africain a une vocation culturelle mais aussi touristique. Elle a été inaugurée en 2009. Baké Amar, merci. Des bassines, seaux et bouilloires en fer, vous en avez certainement vu durant votre existence. C'est difficile aujourd'hui d'en apercevoir dans les maisons. Les ménagères soutiennent que la matière n'est pas bonne. Elles préfèrent à la place le plastique. C'est un reportage signé Nafissatou Silla et Papfal. Des bassines, des seaux, des bouilloires en fer, du matériel ménager très prisé de nos grands-mères. Aujourd'hui, il est très rare d'en trouver dans les ménages et pour cause, la qualité du matériau. Ces bassines en fer ne peuvent même pas conserver l'eau et on ne peut pas y tremper ses vêtements blancs, sinon il y aura des taches. Le matériau s'oxyde facilement avec l'eau. Même les bouilloires en fer ne sont pas conseillés. Tout ce qui s'oxyde n'est pas bon. Moi, j'en avais et aujourd'hui, je ne l'utilise plus. Ces ustensiles ne sont plus utilisés. Ce forgeron a fait le constat. Les gens disent que ça se rouille facilement. C'est pourquoi on n'en fabrique plus. Ça se vendait comme des petits pains. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Chaque femme en possédait et faisait la lessive avec ou d'autres tâches ménagères. Les bouilloires en fer, on en vendait beaucoup, mais on n'en fait plus. À la place de ces bassines et seaux en fer, ceux en plastique sont mieux appréciés pour plusieurs raisons. Les bassines en plastique ont plus de garantie et quand les femmes rejoignent la maison conjugale, elles emportent avec elles que des bassines en plastique. Il y aura bientôt de meilleurs produits plastiques. La bassine que j'ai entre les mains est plus rigide et supporte mieux la chaleur. De plus en plus, des produits plastiques envahissent le marché. Importés ou produits ici, les ménagères assurent leur garantie. Nafissatou Silla, merci. À présent, le dossier santé du jour. Je vous le disais en sommaire, 400 millions de francs CFA pour bosser le virus Ebola hors de nos frontières. Mais déjà, l'État s'apprête à mettre 300 millions pour la phase épidémique depuis la découverte du premier cas du virus Ebola au Sénégal. Des mesures drastiques sont prises par les autorités. Cependant, une hygiène rigoureuse reste le seul moyen de prévention valable. C'est un dossier signé Fatou Kinedam et Yaya Diallo. Les virus transmis par des insectes sont généralement des virus méchants, c'est-à-dire qui tuent parfois à tous les coups. Ceci n'est pas le cas du virus de la fièvre jaune. Il existe un vaccin. Quant à la fièvre hémorragique virale, les traitements mis au point pour expérimentation donnent de l'espoir. En attendant, éviter ces facteurs de contamination. Tout liquide biologique, quel qu'il soit, depuis le sang et le sperme, jusqu'à la salive, aux larmes ou à la sueur, dit-on. Vous voyez, ça va jusque-là. D'où les règles de stricte protection. Des règles d'avertissement également en cas de suspect. La fièvre,
surtout s'accompagnant de saignements, de diarrhée sanglante, de vomissements sanglants, etc., à plus forte raison de saignements cutanés ou muqueux, mais surtout la notion d'un contact avec une personne soit malade, soit décédée, dont il est confirmé que c'était dû au virus Ebola. Depuis l'apparition de la maladie en Afrique de l'Ouest, le Sénégal, dans son plan de riposte, est entré dans la phase épidémique après la découverte du premier cas. Prévention numéro 1, hygiène rigoureuse. Nous n'avions pas, il faut le reconnaître, conservé les bonnes habitudes de base qui consistent dans les services de santé à un certain type de comportement. Consulter les malades avec des gants, utiliser des masques dans certaines conditions, utiliser donc des papiers changeables à usage unique sur les tables de consultation. Aujourd'hui, elle est de rigueur. Les besoins en termes financiers sont estimés à 400 millions de francs CFA pour bouter le virus Ebola hors de nos frontières. En plus des 200 millions injectés dans la phase pré-épidémique, l'État s'apprête à mettre près de 300 millions de francs CFA. Les partenaires attendent l'évaluation des besoins.